Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, chers étudiants. Donc, nous avons entamé aujourd'hui l'avant-dernier chapitre, ça veut dire le chapitre 4 sur la partie réseau. Donc, et dans ce chapitre, nous allons découvrir on va focaliser sur la couche liaison de données, comme l'information va être traitée par la couche liaison de données. Et donc, si vous m'entendez très bien, j'espère que vous m'entendez. Donc, je vous invite à inscrire vos noms donc dans la liste de présence. Donc, je partage au fur et à mesure ma présentation pour ne pas tarder. Donc, aujourd'hui, je veux me focaliser sur la couche liaison de données et on va voir comment cette couche est utilisée et c'est elle qui est bien utilisée dans les réseaux locaux. Donc, nous avons dit que le modèle OSI, elle est constituée de 7 couches. La plus basse est la couche physique. La plus haute, c'est la couche application. De le chapitre 3, nous avons vu comment l'information elle est véhiculée sur la couche physique, soit sur un support avec guide, soit sur un support sans guide, en l'occurrence l'atmosphère, en utilisant les ondes hertziennes, les ondes radio, et sur le support, soit comme onde électrique sur un câble coaxial ou une pertursadi, ou bien avec une onde lumineuse sur une fibre optique. Donc là, on a dit que les couches, elles parlent avec des protocoles et les couches adjacentes d'une partie, elles offrent chaque couche basse offre un ensemble de services à la couche qui lui supérieure. Donc, ce que nous avons essayé de voir, donc c'est la couche, dans ce chapitre, c'est la couche liaison de données. Au niveau de la couche physique, le PDU, le PDU, ou bien l'unité de données, le protocole, c'est les bits, ici c'est les trames, sur la couche réseau, c'est le paquet, sur la couche transport, c'est le segment. Donc, on va focaliser sur la trame. Donc, quels sont les problèmes? On sait que soit avec modulation, sans modulation, on a ici un signal qui va être véhiculé. Un signal, soit sous forme binaire ou analogique, mais donc s'il y a par exemple la modulation, à la réception, on doit faire la démodulation pour avoir une séquence binaire. Le problème, c'est que lorsqu'on reçoit, on envoie ici des bits, la trame, c'est un ensemble de bits. Comment les problèmes qui se posent, c'est comment, à partir d'un ensemble de bits, savoir où commence et où se termine la trame. Ça, c'est un problème que la couche liaison de données doit résoudre. La couche physique, elle doit essayer de donner à la couche liaison de données un ensemble de bits. Et la couche liaison de données doit pouvoir déterminer à partir des bits reçus
quelle est la trame? Parce que ce qui nous intéresse dans tout ceci, c'est que nous avons la donnée qui va monter vers la couche application. À partir de la trame, on va essayer d'enlever l'entête, d'enlever l'encode, de désencapsuler le paquet. À partir de paquet, on va désencapsuler le segment. À partir de segment, on va essayer de rassembler l'information et la faire monter vers la couche application. Donc, un des problèmes que la couche liaison de données va essayer de résoudre, c'est de déterminer le début et la fin d'une trame à partir du bit. Ça, c'est un problème que la couche liaison de données va essayer de résoudre. Un autre problème, c'est puisque la couche physique n'est pas parfaite, on a parlé de taux d'erreur. Chaque support, maintenant, nous avons des supports de données fiables comme la fibre, mais imaginez que dans les supports de transmission, il n'y a pas que la fibre optique. Il y a le câble coaxial, il y a la perte torsadée, il y a l'atmosphère. Par exemple, lorsque j'utilise le Wi-Fi, il y a beaucoup d'erreurs. Et donc, comment savoir est-ce que les bits reçus ne sont pas altérés? Donc, s'il y a l'erreur, elle doit détecter que la trame elle est correcte ou bien elle contient des erreurs. Il y a des protocoles, il y a des procédés par lesquels la couche liaison de données doit savoir est-ce que la trame reçue est correcte ou pas. Ça, c'est un autre problème que la couche liaison de données doit pouvoir. Parce que lorsqu'elle va essayer de désencapsuler le paquet, elle ne peut pas fournir à la couche réseau quelque chose qui n'est pas correct. Si j'envoie un fichier, il ne faut pas que le fichier que la couche destinataire va essayer de reconstituer ne soit pas une copie fidèle à ce que l'émetteur a envoyé. Si j'envoyais 4, il faut que je reçois 4. Il ne faut pas que je reçois 5 ou 6. Ce que le destinataire va recevoir doit être fidèle à ce que l'émetteur a. Donc, voilà deux problèmes. Et donc, on voit que la couche liaison de données, elle est séparée en deux parties, en deux sous-couches. Une couche LLC et une couche MAC. Vous allez comprendre pourquoi il y a une sous-couche MAC. Parce que on a parlé dans la couche physique de plusieurs procédés de multiplexage fréquentiel, de multiplexage temporel lorsqu'il y a un seul support qui va être partagé par plusieurs canaux, par plusieurs voies de communication. Donc, on a vu de la multiplexage fréquentiel, donc on fait le multiplexage parce qu'on a par exemple un seul support à large bande qui va être dans lequel il va être partagé en bandelette. Même chose pour le multiplexage temporel, un seul support donc qui va être utilisé par plusieurs voies de communication. Donc, un seul support, lorsqu'il y a la concurrence d'accès au canal, donc la couche MAC va essayer de voir est-ce que le canal est libre ou bien il y a déjà quelqu'un qui utilise le canal. Et donc la couche LLC, elle va essayer par exemple, de faire la correction des erreurs. Donc voilà, donc maintenant vous savez l'utilité donc de la couche liaison de données. Donc, chaque couche, elle fournit un ensemble de services à la couche qui est exactement supérieure. Par exemple, le service fourni par la couche liaison de données à la couche réseau, le découpage en trames. Elle reçoit un ensemble de bits de la couche physique et il doit les découper en trames. Elle doit savoir où commence et où se termine une trame. Par exemple,
En écriture, lorsque j'écris avec stylo ou bien vers un clavier, on sait comment les mots, elles sont séparés par des vides. Lorsqu'on écrit, on n'écrit pas d'une façon continue. Donc, par exemple, voilà, lorsque j'écris un mot, je lisse un vide et je commence un autre mot. Lorsque je ne parle pas donc d'une façon continue. Je parle, je m'arrête, vous entendez un silence, je parle, silence, je parle, silence. Donc, de cette façon, lorsque le locuteur, celui qui m'entend, il sait quelles sont les paroles que je prononce. Parce que, donc, je ne parle pas d'une façon, donc vous n'arrivez pas à décoder ce que je dis. Mais lorsque je dis, écoutez, les étudiants, c'est intéressant de savoir que j'observe des silences entre des mots. Donc, de cette façon, le récepteur va essayer. Donc, à la réception, on doit savoir comment on doit, à partir des bits reçus, où ça commence une trame, parce que l'unité de transmission la plus basse maintenant, c'est la trame. Un segment, on encapsule un segment dans un paquet, on encapsule un paquet dans une trame, on envoie les trames. On a dit qu'un fichier, une donnée, il va être décompé. Donc, le découpage de trames, on doit reconstituer les trames à partir des bits. Un transfert fiable, donc on a dit que elle se peut que le support de transmission n'est pas fiable à 100%, il se peut que 1 0 devient un 1 en binaire, ou bien un 1 en binaire devient un 0, et tout va être erroné. On doit savoir est-ce que ce qu'on reçoit est fidèle à ce qu'on a envoyé ou pas. Donc le transfert, détection et correction d'erreur. La correction d'erreur, si, je le redis, si la communication est en simplex, dans un seul sens, j'envoie par exemple de l'émetteur vers le récepteur et pas de l'autre sens, de récepteur de donc si la transmission se fait seulement dans un seul sens, on ne peut pas dire à l'émetteur que ce que je reçois est correct ou pas. On essaie seulement de corriger ce qu'on peut. Par contre, si la communication se fait en semi-duplex ou bien en full duplex, donc le récepteur peut envoyer à l'émetteur pour lui dire que ce que je reçois n'est pas fidèle, il y a des erreurs, essaye de me retransmettre l'information. Donc voilà, il y a soit la détection, la correction des erreurs. Le contrôle du flux, elle se peut que l'émetteur est rapide et le récepteur est lent, parce que ce n'est pas une seule application qui s'exécute. On a dit que lorsqu'on a parlé de la gestion des processus, lorsqu'il y a plusieurs processus qui s'exécutent sur une machine, donc il y a l'ordonnancement. Il faut donner le processeur à chacun des processus qui s'exécutent. Si par exemple le récepteur, il fait plusieurs choses parmi les processus, c'est un processus qui va essayer d'acquérir les données à partir d'un réseau, et donc le récepteur va être lent par rapport à un récepteur. Donc dans ce cas, il ne faut pas qu'un émetteur rapide va envoyer plusieurs informations que le récepteur ne peut pas traiter. Sinon, des trames vont être perdues. Donc, il y aura le contrôle du flux. On va voir ça aussi dans les couches supérieures. On a dit que dans la couche supérieure, donc, pourquoi on fait ça? Je repartage un petit peu donc le tableau blanc. Donc on a parlé des couches. Donc et ça c'est donc on a l'application, la présentation, la session, transport, réseau, liaison de données et physique. Donc ça c'est liaison de données, réseau, transport. Et donc il se peut. Donc, ça c'est la source
source et la destination, il est là. Donc aussi, on a application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique. Donc, application. Donc, il y a N qui, donc, je veux, il y a une qui, donc ça c'est, ok, maintenant c'est bien. Donc, application, présentation, session, etc. Donc, maintenant, donc, la couche transport de la source, elle parle directement à la couche transport de destination. Même s'il y a des retours, un ou plusieurs retours, s'il y a la couche retour de la source, elle parle à la couche retour de à la couche réseau de la source, et elle parle à la couche réseau de routeur. La couche liaison de données de la source, elle parle à la couche liaison de données, donc l'information. Ici, elle descend vers la couche physique, elle remonte donc à partir de la couche physique de retour vers la couche réseau, mais ici, donc la couche liaison de données de la source, elle parle à la couche liaison de données de routeur. Donc, il se peut que cette couche, que ce retour, il a beaucoup d'informations à traiter parce qu'il reçoit beaucoup de trames, il va les traiter. Donc, il se peut que pour traiter les trames de cette source, il ne peut pas tous les traiter. Donc, le contrôle de flux, elle se fait sur la liaison de données, elle peut se faire sur la couche réseau, et bien sûr, le contrôle du flux, il se fait aussi sur la couche transport de la source et des destinations. Ça, il se peut que ce soit entre la source et les intermédiaires. Les intermédiaires, ça peut être un switch, ça peut être un rotor ou plusieurs rotors, parce qu'un rotor, il peut parler à d'autres rotors, etc., etc. Mais au niveau de la couche transport, c'est celle de la source et des destinations. Ça, ce sont les intermédiaires, les nœuds intermédiaires, les commutateurs, les routeurs, les switches, etc. D'accord? C'est important de le dire, que le contrôle de flux se fait au niveau de la couche liaison de données, au niveau de la couche réseau, au niveau de la couche transport. Mais la couche transport, entre la couche transport de la source et destination, il se peut que la destination ait, bien sûr, a beaucoup de travail. Elle peut, lorsqu'on négocie la session, on négocie qu'elle doit être la taille des segments, la taille des données à envoyer, etc. Donc, tout ceci, ça se fait avant l'établissement d'une liaison. L'accès multiple à un support. Donc, on a dit qu'il y a, par exemple, la sous-couche MAC, c'est elle qui est négociée. Et donc, est-ce que le canal est libre ou pas? Donc, lorsqu'il y a plusieurs, par exemple, dans un réseau à diffusion, par exemple, en bus, on a plusieurs machines connectées au bus, et donc qui va être, donc lorsqu'une machine envoie, toutes les machines vont recevoir, et donc lorsqu'il y a donc un seul support de communication, et donc si une machine envoie et si deux machines envoient en même temps, donc il y a ce qu'on appelle la collision, et donc le signal va être perturbé. Il ne faut pas que deux machines
on voit en même temps. Si une machine on voit, il faut que les autres attendent jusqu'à ce que celle qu'on voit termine, etc. Il y a par exemple un tour de rôle ou bien avec ce qu'on appelle le Carrier Sense Multiple Access. Donc, le carrier, c'est une technique utilisée lorsqu'il y a un seul support de communication, il y a la concurrence d'accéder au support. Donc, la sous-couche MAC, Medium Axis Control, elle utilise cette technique pour accéder au support. Elle écoute la porteuse, elle écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui déjà, par exemple, lorsque avant, maintenant, lorsque tu vas entrer sur la voie, sur la route, s'il y a quelqu'un qui est sur la route, donc tu attends jusqu'à ce que la route soit vide et tu entres de la route. Même chose, s'il y a quelqu'un qui envoie sur le canal, donc chaque machine, elle écoute le canal. S'il y a quelqu'un qui transmet, elle doit attendre jusqu'à ce que le canal soit libre. Lorsque le canal est libre, elle commence à envoyer. Si, bien sûr, elle sait ce qu'elle envoie. Si l'envoie, parce qu'elle se peut que plusieurs machines écoutent en même temps. Lorsque le canal est libre, deux ou plusieurs machines peuvent commencer à envoyer. Si l'envoi provoque une collision, c'est comme un accident sur la voie. Vous savez que lorsqu'il y a un accident, il y a un boom, il y a un choc, et donc le signal envoyé n'est pas propre. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle, donc lorsqu'il y a une collision, elle arrête l'envoi et chacune des stations attendent un délai aléatoire avant de renvoyer à nouveau. Donc vous voyez, donc il y a l'accès, au médium, la sous-couche MAC, elle contrôle l'accès à un canal commun. Il y a donc par exemple dans la topologie en bus, il utilise un même canal. Donc, lorsqu'on envoie, lorsque par exemple la machine envoie, toutes les autres machines, elles écoutent, elles reçoivent. S'ils ne sont pas la destinataire, donc elles oublient le message. Mais la destinataire, elle va la traiter. Donc ça, c'est par exemple pour la topologie en bus. Pour la topologie en étoile avec un hub, c'est la topologie physique, c'est en étoile, mais la topologie logique, c'est en diffusion. Parce que toutes les machines connectées au hub, elles doivent recevoir le même signal envoyé par la machine. Donc, lorsque c'est là, on voit le hub, on a dit que c'est un répéteur multiport, et on envoie le même message à toutes les machines. En physique, c'est étoile, mais en logique, c'est en diffusion. Et donc, il y a la concurrence. Et l'on voit, et si la voie, elle est déjà occupée, et donc il y aura une collision, ils doivent attendre. Il y a aussi, par exemple, en Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, avec avec 8211, donc, etc. Donc, voilà, il y a l'accès au médium. Accès multiple, un support fait par la sous-couche médium access control, exemple de protocole Ethernet. Une grande partie de ces problèmes est en fait réalisée par la couche transport. On a dit que le flux, lui aussi, il est fait par le transport, mais aussi le contrôle du flux, il est fait aussi par la couche, la liaison de données avec, bien sûr, les intermédiaires. Dans Ethernet, donc on va voir dans les réseaux locaux, il utilise Ethernet. Net, le net ici, c'est le réseau, Ether, donc l'utilisation de l'atmosphère. Mais maintenant, c'est un protocole utilisé dans les liaisons, dans les réseaux locaux. La couche liaison se résume à la couche d'accès au médium commun
et à la délimitation du tram, il faut savoir où ça commence le tram, où se termine. La détection et la correction des erreurs, c'est un service sans connexion ni acquittement. Le reste du contrôle de flux, ça peut être fait par la couche transport. Donc, pourquoi on fait le contrôle dehors? On sait maintenant que les données peuvent être modifiées. La couche physique n'est pas parfaite. Elles peuvent altérer pourquoi elle altère? Parce qu'on a dit que par exemple, lorsque le câble coaxial, la paire torsadier, il y a un champ magnétique, la foudre, il y a plusieurs réseaux pour que les données soient altérées. Et donc, les données ne sont pas parfaites. Et donc, il faut les données reçues, si elles ne sont pas parfaites, il faut soit les corriger, soit demander à l'émetteur de les renvoyer. Les données peuvent être modifiées ou perdues pendant le transport. Lorsque le signal, on a dit que le signal, lorsqu'il est envoyé sur un support, après une certaine distance, il est diminué, le niveau diminué. Il se peut que à la réception, donc c'est pour cela on fait les répéteurs pour régénérer le signal, pour lui donner de la forme. Si on n'utilise pas ce répéteur, donc c'est à partir d'une certaine donnée, il se peut qu'un 0, on le décode comme un ou bien un 1, il va être décodé en 0 et donc ça va générer des erreurs. Donc la détection et la correction des erreurs, c'est un service qui va être fourni par la liaison de données, un service primordial pour certaines applications. Exemple, le transfert de fichiers. Si j'envoie un fichier, il faut que le récepteur reçoit le même fichier. Il ne faut pas que l'information contenue dans le fichier soit altérée. Par exemple, il se peut qu'il soit de l'argent. Si j'envoie 5 dirhams, il faut que je reçois 5 dirhams. Si j'envoie 5 milliards, il faut que je reçois 5 milliards. Pas 5 millions, 5 milliards. Donc, ça, c'est très important. La détection, donc comment se rendre compte des modifications? Donc, il y a plusieurs techniques, par exemple, pour savoir est-ce que les données reçues sont conformes à ce qui a été envoyé ou pas. Par exemple, le bit de parité, le checksum et avec les polynômes, avec le CFC. Control Frame Sequence ou bien les codes correcteurs d'erreur, les codes de redondance. Donc, il y a plusieurs. La plus utilisée maintenant, c'est le CRC ou bien les polynômes, la division polynomiale, dans laquelle on utilise l'algèbre. L'algèbre, mais pour l'implémenter, ici, on va utiliser un ou exclusif. Donc, comment se rendre de la modification et la perte de données à l'arrivée? La correction d'erreur de technique. Comment corriger à l'arrivée? Donc, on a dit que la correction, si on peut le faire, et c'est primordial pour les voies, son retour dans lequel elle est simplexe. Donc, l'information, elle est transmise de A à B et pas de B à A. Comment corriger à l'arrivée les données? La correction à l'arrivée du paquet. Faites en sorte que l'émetteur, donc, si on peut renvoyer la même trame, donc, lorsqu'on détecte l'erreur, on demande à l'émetteur de renvoyer donc la même paquet. Donc, ce n'est pas bien reçu. S'il est erroné, on demande à l'émetteur le même trame. Maintenant, donc, on a dit que la notion de trame, le P2E, le UDP, Unité Data Protocol, donc le UDP, donc le UDP, le Unit pour Unit Data Protocol. Je vais l'écrire. Donc, le UDP pour Unit Data Protocol. Donc, on a dit qu'au niveau de la couche transport,
On parle de segment. On segmente la donnée en segments. Et à la réception, on rassemble les segments pour remonter l'information. Au niveau de réseau, on parle paquet. Au niveau de liaison de données, on parle trame. Au niveau physique, on parle du bit. Et donc, même chose, donc les bits, ou bien en anglais frame, packet, segment, etc. Donc voilà les quatre. Et donc, dans les couches supérieures, on parle de données, data. D'accord? Donc, la notion de trame, une trame est une suite binaire, donc c'est binaire, de taille bornée contenue des informations du type donné ou des informations de contrôle nécessaires pour réaliser les fonctions à ce niveau. Il contient les informations, l'information et les données de contrôle. D'accord? Donc, on a dit qu'il contient le paquet, on encapsule le paquet dans une trame avec les headers, la liaison de données et longue trailer de liaison de données. Donc, le header, c'est l'information pour essayer d'extraire le paquet. Le trailer, on a dit qu'elle sert à savoir est-ce que la donnée, est-ce qu'elle est erronée, est-ce qu'elle est juste ou non. Parce que dans le paquet, on met le segment, de le paquet, on met le segment et l'entête de réseau, etc. Donc, voilà. Une trame, il contient les informations, l'information, ça c'est la donnée, les données, et bien sûr, ça c'est pour le contrôle. Ça c'est pour le contrôle. Pour savoir, par exemple, le contrôle, on va mettre ici l'adresse physique, destination, l'adresse physique, source, où ça commence, toutes les informations pour savoir où ça commence. Ici, par exemple, le CFC, pour savoir est-ce que ça. Donc, il contient l'information et d'autres informations pour le contrôle. D'accord? Donc, et ça, c'est la trame. Une trame est une suite binaire de taille bornée. Donc, la taille, elle doit être bornée. Donc, les deux entités combinées, ils sont d'accord sur la taille. Contenue des informations de type donné, le paquet lui-même, et ou des informations de contrôle nécessaires pour réaliser les fonctions de ce niveau. Le flux de données, les bits entrants, ce qui est entré de la couche physique, le flux de données, les bits entrants doit être segmenté en blocs appelés trames. La couche liaison de données doit extraire le trame à partir du train du bit envoyé, transmis par la couche physique. Le but fixé une entité pour le contrôle d'erreur. Si on a dit que si on va envoyer un fichier, elle va être décomposée en plusieurs segments. Chaque segment, il est encapsulé dans une trame, dans un paquet. Chaque paquet est encapsulé dans une trame. On communique la trame sous forme binaire à la couche physique. Elle va être envoyée sur le support. À la couche physique de la réception, on doit extraire la trame. Si une trame est erronée, on ne peut pas transmettre tous les trames du fichier. On va seulement transmettre la trame erronée. Vous voyez qu'au lieu de transmettre tout le fichier, qu'il faut par exemple 4 mégaoctets, on va seulement envoyer 1 kilo ou 2 kilos ou 4 kilos. C'est très important.
Si une erreur se produit lors de la transmission, l'unité de transmission sera la trame. Au lieu de retransmettre tout le fichier, on retransmet seulement le fichier. C'est très important. Certains types de réseaux imposent une limite sur la taille des trames. On va voir quelques trames, la trame Ethernet, la trame de l'anneau à jeton. On va voir quelques types, comment elle utilise la trame et comment elle délimite la trame. Donc, comment la couche liaison de données va essayer d'extraire la trame à partir des bits reçus par la couche physique. Donc, quelles sont les techniques pour le découpage de trame? Il y a plusieurs techniques, mais on va voir les plus utilisées. Par exemple, la trame Ethernet et la trame. Donc, par exemple, compter les caractères. Lorsqu'on envoie, par exemple, pour envoyer 3 trames, donc une trame qui va contenir 2 informations, 2 octets, donc j'envoie le nombre d'octets et les 2 octets. Par exemple, la couche physique, la première information que la couche physique va envoyer, c'est le nombre d'octets. Et bien sûr, après, elle envoie les octets, nombre d'octets, les octets, nombre d'octets, les octets. Mais le problème qui se pose, si le nombre d'octets, maintenant, est erroné. Au lieu de 2, on va recevoir à la réception que 3. Donc, elle va extraire le premier octet, le deuxième octet, et il va empiéter là-dedans. Ou bien, si au lieu de 4, on envoie 3, il va prendre 1 et 2, et donc ça, il y a un risque. Pour remédier à ceci, on utilise ce qu'on appelle les marqueurs de Debye ou de fin, les fanions. Donc, l'information, maintenant, elle va être délimitée par un délimiteur, donc un marqueur de Debye, un marqueur de fin. Donc, chaque information, elle est précédée par un fanion de Debye, un fanion de fin. Marqueur de Debye de fin. Donc, vous voyez que F1, F2. Mais le problème qui se pose, dans ce cas, si le marqueur de début et de fin, il est à l'intérieur de l'information véhiculée. Imaginez que A ou B ou C, il est comme le F1 ou le F2. Il aura une ambiguïté. Donc, une méthode, c'est un petit peu, c'est changer le codage utilisé de la couche physique. Si par exemple, pour transmettre l'information sur la couche physique, on utilise par exemple le codage de Manchester. On avait le codage Manchester, si on l'utilise dans la bande de base, sans modulation, par exemple, sur une couche qui utilise la transmission numérique. On a dit que la transmission analogique, si on utilise par exemple pour transmettre de l'information sur une liaison téléphonique. Dans la liaison téléphonique, on fait la modulation en phase, en fréquence, en modulation. Mais par exemple, sur une liaison numérique, par exemple, sur un câble coaxial ou un pertorsadé, on utilise sans modulation. On utilise par exemple le codage tutoriel, le codage NRZ, le codage Manchester. Par exemple, dans le codage Manchester, on a dit que le 1, c'est la transmission de moins A à A avec le passage au milieu de l'élément et le 0, c'est de A à 0, etc. Donc, la transmission, l'information binaire, elle va être de cette façon. Mais, par exemple, pour délimiter, on va faire par exemple des silences. Par exemple, je m'explique davantage. Par exemple, essayez que, par exemple, l'information, donc 1, 0, 1, 0,
1. C'est l'information qu'on va essayer d'envoyer à partir d'une source A à une source B. Par exemple, puis, ça c'est la première trame, puis une deuxième trame, 0, 1, 1, 1, 0. D'accord? Donc, il va faire, par exemple, sur l'axe de temps. Donc, par exemple, ça c'est par exemple les périodes. Donc, on a dit que le 1, c'est le passage de moins A à A au milieu. 0, le passage, le 1, le passage, le 0, le passage, le 1, le passage, le 1, le passage. Donc, non, c'est pas pareil. Donc, ça, c'est le codage Manchester, par exemple, etc. Puis, il y aura des silences. Donc, le silence, ça doit être un silence. Ça doit être donc parce que vous voyez que le signal est égal moins A au A. Par contre, le silence, elle doit être un silence. Et puis, on aura la deuxième information. Donc, voilà. Il y aura, ça c'est le codage Manchester, mais entre les deux trames, il y aura un silence. Donc, voilà, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a un silence, et après un silence, le destinataire doit savoir que ça c'est une nouvelle trame. Entre les trames, il y aura un silence. D'accord? C'est comme lorsqu'on écrit ou bien on parle entre deux mots, il y aura un silence. Introduire un silence entre les trames. Donc, trame, silence, trame, silence. Ethernet, un marqueur de début de trame et arrêt le codage Manchester à la fin de la trame. Donc, silence intertrame. Donc, voilà, il utilise un silence de 9,6 microsecondes pour le débit de 10 mégabits par seconde. Donc, on a dit que, voilà, de cette façon, on peut délimiter la trame par un silence. On utilise donc, maintenant, donc, comment est la formule d'une trame? Après, donc, il y aura le préambule, une trame, l'information. Donc, il y aura une préambule. La préambule, en arabe, c'est dibaja. Voilà, c'est le commencement. Dibaja, ça veut dire que il y a quelque chose qui. Donc, c'est toujours le même. C'est en hexadécimal, c'est A. Donc, c'est 7 octets de la forme AA. Et donc, et puis, il est suivi par un start frame délimiter, donc le délimiter de la trame. Donc, ça, c'est Dibaja. Et donc, ça, 7 mots en hexadécimal AA. Donc, voilà, chaque mot, il est codé. Donc, on aura Dibaja A. Ça, c'est un octet. A, c'est un deuxième octet. A, 7 octets. A. Parce que chaque A en hexadécimal, donc en hexadécimal, c'est 10. Il y a 10. Donc, on a chaque chiffre, il est codé sur 4 bits. Donc, c'est 1, 0, donc 8 ou 2, il y a 10. D'accord? Il y en a 9, c'est 1, 0, 0, 1. Donc, 10, il y a 10. Donc, il y a un octet. Donc, si je vais écrire un octet, donc 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, donc le préambule, on aura 7 mots
A en hexadécimal, puis le start frame délimitateur va dire AB. Donc, on sait que à partir de AB, maintenant, l'information utile va venir après le AB. Donc, la trame, elle contient le préambule, 7 octets. Donc, ça, c'est 7 octets. Un chiffre, c'est 4 octets. Donc, un octet, donc on aura un octet. Donc, 7 octets suivi de AB. AB, c'est un octet 1, 0, 1, 0. Donc, ça, c'est. Je vais remettre, essayer un petit peu de l'ordre. Donc 1, 0, 1, 0, puisque c'est AB, donc c'est 11. 1, 0, 1, 1. Donc ça c'est A, ça c'est AB. Ça c'est AB, et ça c'est A. Le préambule, cette A, suivi de start frame délimitateur, donc start frame délimitateur, le délimitateur du début de la trame. Puis, vous voyez que adresse destination. Adresse destination, c'est l'adresse MAC, c'est l'adresse physique. Elle est codée sur 6 octets. Donc, le star, donc, elle est codée sur la destination. Vous voyez que l'adresse MAC destination vient avant l'adresse MAC source. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'on va revenir sur le paquet, pour le paquet, oui, donc au niveau du paquet, on va trouver l'adresse EP source à l'adresse EP destination. هنا في الباكي فلونتيت عاد كيجيو لي دوني فلونتيت ديال الباكي كتجي l'adresse. Donc l'adresse, donc je vais l'écrire, adresse EP source l'adresse EP destination. Pour l'adresse MAC هنا destination adresse MAC source. Elles sont altérées. Pourquoi? Ça, c'est très important à le savoir. Parce que lorsqu'une machine reçoit une trame, lorsqu'elle reçoit une trame, avant de décoder, lorsqu'elle sait que, lorsqu'elle teste, donc la première information à laquelle elle a accès, il y a la source destination. Il vérifie le champ. S'il est la machine à laquelle il est destiné à le trame, il continue à le traiter, à extraire de l'information qui est dedans. S'il n'est pas la destinataire, ce n'est pas la peine de continuer le traitement. Il n'est pas la destinataire. Tu vois, tu regardes la lettre, ce n'est pas ton adresse, tu ne prends pas la lettre. Si tu es le destinataire de la lettre, tu peux faire sortir la lettre de l'enveloppe. L'adresse, elle est sur l'enveloppe. Par contre, dans le paquet, on a le premier champ, c'est le champ, l'adresse de la source. Et vous voyez donc que la trame, le premier champ, c'est l'adresse MAC de la destination. D'accord?
Donc, il y a l'adresse source destination, c'est l'adresse MAC. Elle est codée sur 6 octets. On va voir dans la suite de ce chapitre comment donc les 6 octets, il y aura les 3 premiers octets de poids le plus fort. Ils concernent chaque constructeur. S'agit-il d'IBM, s'agit-il de HP, s'agit-il de CAM, s'agit-il de, etc. Donc, et les 3 octets de poids le plus faible, ils concernent le numéro de chaque le numéro de chaque machine. Chaque machine doit avoir une adresse. Elle est gravée sur la carte réseau. Et donc, chaque machine, chaque téléphone portable, chaque téléphone smart, il a une adresse MAC unique à lui de le monde. On ne peut pas, si les adresses IP sont, si une machine peut changer d'adresse IP lorsqu'il change le réseau, ou bien même dans son réseau, je peux changer l'adresse IP dans le réseau, l'adresse MAC, elle est unique dans le monde. Et donc, elle est codée sur 48 bits. Donc, on peut avoir 2 à la puissance 48 adresses MAC de le monde. Donc, ça, c'est l'adresse MAC destination, l'adresse MAC source, puis la longueur de la donnée. La donnée, on a dit que la donnée, pour la trame, c'est le paquet encapsulé et sa taille. Et bien sûr, la taille doit être au moins 46 octets. Le maximum, c'est 1500. Ça, c'est pour une trame E3E 802. Et donc, et bien sûr, après la donnée, on a longue, le trailer. Le trailer, c'est le frame control sequence. Frame control sequence, c'est pour, elle sert séquence de contrôle, détection d'erreur, elle sert à savoir est-ce que le control frames, elle porte sur l'information à partir de l'adresse destination. Elle ne porte pas sur le préambule, ni sur le start frame, ni sur celui. Elle porte à partir de l'adresse destination jusqu'à la donnée. Est-ce que l'information, elle est bien transmise ou pas? D'accord? Donc, pour un format d'une trame Ethernet, donc on aura le préambule, le start frame, etc., le type de données. On a la longueur de données, on a le type de données, le data et le frame, etc. Donc, maintenant, vous savez que lorsque la couche physique transmet les bits à la couche liaison de données, la couche liaison de données doit essayer d'extraire le tram à partir pour qu'il ait la forme suivante. Et bien sûr, les informations utiles, c'est l'adresse destination, l'adresse source, le type de données et la donnée elle-même. Et le frame. Lorsqu'elle sait que la frame, il n'y a pas d'erreur, elle peut extraire le paquet pour le faire passer à la couche supérieure qui est la couche réseau. La couche réseau, elle aussi va essayer de traiter le paquet, extraire les informations qu'il y a dans le paquet et les faire extraire le segment et le faire passer à la couche transport. La couche transport, elle aussi va essayer d'extraire à partir du segment en enlevant les en-têtes, à savoir l'adresse du port, les adresses, etc. Plusieurs informations qu'on trouve dans les en-têtes. Donc, le format d'une trame E3E802, le préambule représente le début de chaque trame et il est composé de 7 octets positionnés. Donc, en notation hexadécimale, pour l'hexadécimale, donc
hexadécimale. Donc, c'est 0, 1, 2. Ça, c'est la base hexadécimale. Je voulais les 6, 7, 8, 9 et A, B, C, D, E et F. Donc, chaque chiffre, il va être codé sur 4 bits. Le 0, c'est 0, 0, 0, 0. Le 1, c'est avec un 1. Le 2, ça doit être avec un 2. Le 3, ça doit être avec un 1, ça c'est le 3. Le 4, etc. Jusqu'à le F, c'est 1, 1, 1, 1. Donc, vous voyez que chaque chiffre hexadécimal, on a dit que hexadécimal, elle est codée sur 4 bits. On a vu ça lorsqu'on a parlé des adresses, la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques. Donc, on a dit que chaque chiffre hexadécimal est codé sur 4 bits. Donc le A, Diana, c'est, on a dit que c'est 1, 0, 1, 0. Le B, c'est 1, 0, 1, 1. Le C, c'est 1, 1, 0, 0. Le D, 1, 1, 0, 1. Le F, le E, 1, 1, 1, 0. Le F, 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc A, B, C, D, E et F. Donc ça c'est pour la notation hexadécimale, on écrit 0 et X. Vous vous rappelez de cette notation. Donc, représente les 2 bits de chaque trame et elle est composée de 7 octets positionnés A à A en hexadécimal. Cette amorce permet de synchroniser les stations réceptrices. Marqueur de 2 bits start frame, 7 octets représente le 2 bits de la frame et a pour valeur donc 0. Donc, ça c'est A, B. Donc, je peux écrire, donc ça c'est A et c'est B en hexadécimal. Adresse destination, adresse source. Ce sont les adresses physiques de réseau codé chacun sur sa octets. Longueur de champ information, length. Ce champ indique sur 2 octets la longueur des données logiques, les données, le paquet. Le données logique, c'est le paquet. Ce nombre est compris entre 0 et 1500. Les données logiques, c'est le paquet contenant les données transmises par le trame, le bourrage. Parfois, il se peut que la donnée ne fait pas la valeur minimale, il faut remplir par des zéros pour atteindre la valeur, la longueur minimale. Le bourrage, le pad, 0 padding, octet, le bourrage ajouté si la trame ne contient pas 46 octets pour satisfaire la taille minimale d'une trame. Le frame control sequence constitue d'un mot de 32 bits. Donc, on a dit que c'est 4 octets. 4 octets, ça veut dire 32 bits. Et donc, on utilise le code polynomial. Donc, c'est un mot de 32 bits. Et la division par... Donc, constitué d'un mot de 32 bits, ce champ représente le code de vérification d'erreur. Elle permet de voir est-ce que la donnée, est-ce que l'information reçue est erronée ou pas. Sa portée s'effectue sur tous les champs, excepte le délimitateur de trame et le CFC. Donc, on vérifie à partir de l'adresse destination jusqu'à la donnée. Donc, excepte ceci et ceci. Donc, ça, c'est le préambule. On ne le prend pas. Polynôme générateur, par exemple, x32 plus x26, etc. Ça, c'est la polynôme jusqu'à x1. Il y a aussi le jeton sur anneau. Donc, pour la topologie en anneau,
On a dit que la topologie au nano, les machines, elles sont un petit peu sur un nano et elles transmettent un jeton. Un jeton, c'est une trame. Définition. Un jeton est une trame particulière et unique. Les stations sont connectées sur un anneau logique unidirectionnel. Le jeton circule d'une station à l'autre. Une station a le droit d'émettre une station si elle possède le jeton. Vous voyez que maintenant, le contrôle d'accès au canal de transmission, il se fait par le jeton. Le jeton, c'est une trame particulière. Donc, pour transmettre, on met l'information du jeton. Donc, une trame envoyée par une station est retirée par la station émettrice. Donc, le problème, l'existence, est-ce que le jeton toujours existe? Donc, chaque fois que, donc, par exemple, on a un anneau. Donc, ça, c'est une machine. Ça, c'est une autre machine. Ça, c'est une autre machine, par exemple. Et donc, le sens d'envoi. Donc, on a un jeton. C'est une trame qui va être envoyée. Donc, par exemple, ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Donc, lorsqu'A veut envoyer quelque chose à C, par exemple, il y a un jeton qui circule. Un jeton qui circule. Donc qui circule A, il va être envoyé à B. B va l'envoyer à C, C va l'envoyer, etc. Donc, au début, c'est un jeton, c'est une trame particulière qui ne contient que quelques bits de contrôle, par exemple. Donc, lorsqu'elle veut envoyer, elle met son adresse de C et elle positionne quelques bits. Donc, elle met de l'information. Donc, un jeton, elle met de l'information qu'ils vont envoyer de le jeton dans sa trame, elle l'envoie à B. B, elle voit que ce n'est pas la destinataire, elle va transmettre la trame qui contient de l'information. Elle contient de l'information à C. C, elle consulte l'adresse, elle sait c'est elle la destinataire, elle copie l'information. Il copie l'information envoyée par A et il positionne quelques bits de la trame pour informer A qu'il a copié. Donc, par exemple, un bit qui est à 1, il le met maintenant à 0 et il retransmet ceci à A. Lorsqu'A reçoit la trame qu'elle a envoyée, il va consulter les bits, il sait que si il a copié l'information, il va vider l'information qu'il a mis et il renvoie la trame vide à B. Et bien sûr, B maintenant, lorsqu'il a la trame vide, il peut envoyer de l'information soit à C, soit à A, etc. Et de cette façon, le jeton, il circule dans un sens. D'accord? Une station particulière dite station de surveillance se charge de vérifier l'existence et l'unicité du jeton. Des règles d'échange du jeton doivent être définies afin d'éviter la famine de certaines stations. Par exemple, pour que les stations aient le droit d'envoyer, et il n'y aura pas de famine de certaines stations lorsqu'elles ont des informations à envoyer à d'autres informations. On va revenir sur la forme de cette trame. Le principe, une trame vide circule de station en station sur l'anneau avec un jeton positionné à libre. Ça veut dire que le jeton positionné à libre, ça veut dire qu'il est prêt à contenir de l'information. Une station recevant la trame avec jeton libre souhaite transmettre de l'information à une autre station. Elle positionne le jeton à occuper. Il va positionner quelques bits sur le jeton pour dire qu'il n'est pas libre. Maintenant, il contient de l'information. Il remplit la trame avec les données à transmettre. Il indique le destinataire. Donc, il met par exemple l'adresse destinataire et son adresse et renvoie la trame vers la station suivante. La
la trame circule de station en station jusqu'à ce qu'elle atteigne le destinataire. La station destinataire, lorsqu'elle reçoit le jeton avec de l'information, recopie les données nécessaires et renvoie la trame de l'anneau à la station suivante après avoir positionné certains indicateurs pour indiquer la source qu'il a copiée de l'information. Mais la trame, elle contient toujours l'information. La station émettrice, lorsqu'elle reçoit la trame, elle vide l'information, remet le jeton à libre et redépose la trame dans la trame. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la station à laquelle la destinataire, si lorsqu'elle vérifie que la donnée n'est pas conforme à ce qu'elle a été envoyé, elle ne va pas dire qu'elle a recopié. Donc, lorsque la source reçoit le jeton avec l'information et qu'il n'a pas été recopié, elle va savoir que l'information n'est pas recopiée, elle va renvoyer la trame avec la bonne information, elle va le remettre, etc. Mais si la station émettrice reçoit la trame et elle sait que la destinateur a recopié l'information, elle remet maintenant le jeton à libre et le redépose dans l'anneau pour que les machines suivantes, les stations suivantes peuvent transmettre à leur tour la trame circulation dans l'anneau jusqu'à ce qu'une trame, une station le capture pour transmettre. Elle va positionner la trame en occupé et le remplit de données, etc. C'est de cette façon que chacune la trame, elle circule, soit qu'elle est libre, soit qu'elle contient de l'information. Donc, supposons que nous avons 4 machines A, B, C et D. Le jeton libre, il est de cette façon. Le trame est transmise, le jeton libre de A à B. Supposons que B va transmettre l'information à D. Il remplit le jeton de l'information et le met sur l'anneau et le transmet à C. Lorsque C le reçoit, il sait que ce n'est pas la destinataire. Il va le transmettre à C. Si lorsqu'il va recevoir, il sait que c'est son adresse, il va recopier l'information, il va positionner un certain ensemble de bits, il va le retransmettre à A. A, ce n'est pas elle qui a rempli l'information, elle va le retransmettre à C. À B. B, lorsqu'il va le recevoir, il sait que l'information qu'il a mis, elle a été recopiée par B, et bien sûr, il va vider la trame. Elle va vider la trame de l'information et le renvoyer à C. Et bien sûr, C ou D ou A peuvent renvoyer. C'est de cette façon que l'information tourne sur un jeton sur l'anneau. Il y a un autre architecture de laquelle il y aura le jeton sur le bus. Le jeton sur le bus, c'est un ensemble, c'est aussi le bus. Donc, on a dit que les machines sur le bus, elles sont sur le bus, et donc, etc. Mais physiquement, c'est sur le bus. Mais logiquement, elles peuvent être sur l'anneau. Ça veut dire que la logique, physiquement, c'est une topologie physique sur le bus. Mais logiquement, elles se peuvent que c'est là, puis c'est là, puis c'est là, puis c'est là. Donc, à tour de rôle, le jeton se passe de celle-là vers celle-là, vers celle-là, vers celle-là, etc. Donc, il se peut, on a dit que sur le bus, il y a le problème d'accès au support, mais s'il n'y a pas, on peut avoir le jeton
sur le bus ou bien l'accès avec le CSMA. Carrière, donc dans le carrière sans multiple access ou bien l'accès multiple avec l'écoute de la porteuse. Et donc, si donc toutes les machines, elles ont la même probabilité, elles ont à pied d'égalité. Elle écoute le support, s'il est libre, elle transmet. S'il y a une collision, elle arrête et puis elle recommence à transmettre. On va voir la structure de cette trame. Le jeton, on a dit que le jeton c'est une trame. La trame libre, elle contient seulement les trois champs SD, AC, D. Et lorsqu'il contient de l'information, il contient en plus de ces champs de contrôle l'adresse destination, l'adresse source, le RNI pour le routage, l'information utile, le paquet, le CFC, le frame control sequence, etc. On va voir toutes les champs. Le starting délimitaire codé sur un octet, elle sert à délimiter le début d'une trame ou d'un jeton. Une trame ou un jeton libre. Une trame occupée, un jeton occupé ou un jeton. Donc, tous les deux, ils ont SD. Elle sert à délimiter le début d'une trame ou d'un jeton. Son format est représenté par la valeur GK0, GK, etc. Avec le 0, on sait que les GK, c'est ne représenter ni 0 ni 1. AC, Access Control, c'est un octet dans la structure et la forme suivante. PPPT MRRR. Donc voilà, il contient un ensemble de bits. Indique la priorité de la trame, donc la priorité, donc il est codé sur le 3 premiers bits. Le T permet aux stations d'accéder au support pour le transfert d'informations. 0, si le 0, si le T est égal à 0, ça veut dire que le jeton est libre. Si le T est égal à 1, le jeton est copié. On a dit que la station qui va envoyer, lorsqu'elle reçoit un jeton qui est à 0, elle doit positionner le T à 1. Elle le remplit d'informations. Bien sûr, en mettant tous les champs, les autres champs. Pour le M moniteur du bit positionné par la station moniteur sur le réseau, il permet d'éviter que la trame fasse plusieurs fois le tour du réseau. Donc voilà le moniteur. Donc si il fait plusieurs fois, il peut même le détruire. Le RRR, bit de réservation de plus grande priorité. Si donc il y a donc on a dit que les PP permet aux stations d'accéder au support de transport. Indique la priorité. Donc, pour la grande priorité, donc on utilise le RR. Le FC, Frame Control, un octet permettant de définir le type de trame. Donc, le type de trame. Puis, les adresses destination, l'adresse source, donc pour la trame occupée. Le RI pour Routine Information, ce champ comporte de 2 à 30 octets permettant le routage de la trame vers la station destinataire. Donc, si la trame va sortir de l'anneau, il faut spécifier les informations de routage. Puis, il vient l'information utile, le paquet. Ce champ peut être vide ou contenir un ou plusieurs octets. La taille max n'est pas définie formule. Et bien sûr, le frame control sur 4 octets, elle sert à savoir, à détecter et à contrôler les erreurs. Il permet de vérifier l'intégration de transition. Donc voilà. On va maintenant essayer de voir comment la couche liaison de données essaie de détecter les erreurs ou même de le corriger si il n'y a pas
moyen de redemander à la couche l'envoi de l'information. On va voir 3 types de mécanismes de détection et de correction. Donc ça permet de corriger, ça aussi, ça permet de corriger, et ça permet de vérifier s'il y a de l'erreur, et donc de redemander à la retransmission de la trame. Détection le code correcteur, donc indispensable pour les supports physiques de mauvaise qualité ou pour les applications qui demandent la transmission de données précieuses. Je vois que monsieur te peut répéter pourquoi on a des couches de réseau. La couche, donc je retourne. Dans la couche application, présentation, session, transport. Donc, dans le transport, on a les adresses, donc les adresses port. Donc, ici, adresse du port, pour savoir à quelle application il est destiné. Transport. On a la transport. La couche réseau ou liaison de données. Liaison de données. Donc ici, on utilise des adresses IP, soit sur l'adresse IP. L'adresse IP, il contient 2 versions. IP version 4, c'est la plus utilisée, donc sur 4 octets, sur 32 bits, avec la notation décimale pointée, par exemple 172, 192, 168.1.1, donc 4 octets, ou bien avec l'IP version 6, parce que avec la pénurie des adresses, donc on a passé à la version 6. Donc ici, les adresses MAC. Adresse MAC. Donc, je ne sais pas donc la question qui a été posée par qui. Monsieur Myriam, tu peux répéter pourquoi on a dans la couche des adresses IP de source. Donc, lorsque la trame est envoyée, la machine, lorsqu'elle reçoit, donc par exemple, lorsque nous sommes en diffusion, donc toutes les machines reçoivent la même trame. D'accord? Lorsqu'il y a par exemple en diffusion, prenons par exemple un bus, toutes les machines, elles vont recevoir la même trame. La première information à laquelle elle accède, c'est l'adresse MAC destination. Si ce n'est pas son adresse MAC, ce n'est pas la peine de charger toute la trame pour la traiter. D'accord? Par contre, dans l'adresse IP, on a l'adresse IP de la source avant l'adresse IP de la destination. Donc, c'est pour cela qu'on commence par extraire l'adresse MAC de la destination pour savoir est-ce que واش ديالنا ولا ماشي ديالنا واش الرساله ديالنا ولا ماشي ديالنا. D'accord? J'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, donc tu peux donc reposer la question. Donc, on a dit qu'il y a donc détection donc indispensable pour les supports, plusieurs techniques. Donc,
par exemple, envoyer trois fois la même information, on choisit la plus probable. Par exemple, il y aura la redondance de l'information. C'est le même principe qui est utilisé par les disques durs. Les disques durs, donc, ils sauvegardent la même information plusieurs fois pour savoir la plus probable. Avant 2004, détection et correction d'erreurs générées au niveau de la couche 2, du fait que la qualité des lignes physiques était insuffisante pour obtenir le taux d'erreur acceptable. Mais actuellement, avec par exemple la fibre optique, donc on a le taux d'erreur est moins, donc cela provient des techniques de la fibre optique. Les applications multimédia ne tolèrent pas la perte de temps associée au reprise sur erreur. Donc, de la détection retransmission est la plus utilisée. Donc, on essaie de retransférer l'information s'il est erroné. Donc, on voit les dés pour la correction, rajouter de l'information aux données permettant de détecter, corriger de l'information. Par exemple, pour le même technique pour le stockage des données, exemple, le code de parité, on ajoute un bit à un bit qui va prendre. Donc, par le code de parité, il y a le code de parité, on va voir le code de parité simple, au multiple, au croisé, on va voir le checksum, on va voir le CRC. Pour le code de parité, on va ajouter de l'information. On va ajouter un bit à l'information. Le bit va être à 1 ou à 0. Le bit qu'on va mettre à droite, ça veut dire du poids le plus faible. Suivant la parité du nombre de bits à 1, si le nombre de bits à 1 est pair, on ajoute 0. S'il est impair, on ajoute 1 de telle sorte que le nombre de bits résultant soit pair. Ce qu'on appelle le code de parité. Par exemple, supposons que l'information qu'on va envoyer, c'est 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ça, on va envoyer un octet. Donc ça, c'est 7 bits, on va envoyer un octet. On calcule le nombre de bits à 1. 1, 2, 3. Ce n'est pas pair. J'ajoute un 1. Donc, j'ajoute un 1 à la réception. Si on reçoit 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, le récepteur, il calcule la parité de nombre, le nombre de 1, 2, 3, 4. Donc, 6 paires. Donc, voilà, la parité, c'est 0. Donc, la parité, c'est 0. Donc, ce que nous avons reçu, probablement, c'est juste. Par contre, si on envoie ça et on reçoit à la réception 0, donc on a la parité 1, 1, 1. La parité, c'est 1. Et donc, la parité, c'est 3. Donc, donc c'est faux. Donc, voilà, on sait qu'il y a une erreur. Donc, ça, c'est un petit peu le code de parité. Donc, c'est de cette façon qu'on peut détecter est-ce qu'il y a des erreurs à la transmission ou pas. Rajouter de l'information aux données permettant de détecter rajouter de l'information aux données permettant de détecter les donc on rajoute un bit à 1 ou 0 suivant la parité du nombre du bit à 1 dans les données. Le récepteur vérifie la valeur de ce bit de parité. Exemple, on a ici la parité, c'est 3, donc on va ajouter 1 pour qu'il soit 1. Alors que ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
le bit de parité, c'est 6. Donc, c'est pair, on ajoute un 0. Quelle est la qualité de... Donc, ça permet de détecter un seul bit erroné. Par contre, s'il y a 2 bits, il y aura un problème. Le bit de parité, ça permet de détecter un seul. Parce que si on a 2 bits qui sont erronés, on aura 4, dans cet exemple, on aura 4 bits. Ça veut dire la parité est 0, on va dire que ce qu'on reçu est vrai, alors qu'on a 2 bits qui sont tout ou rien. Soit de 1 qui sont altérés, ou bien de 0 qui sont altérés. D'accord? Ok, la question de Myriam, pourquoi on a épée? Donc, on a dit que normalement, les informations, l'information, donc, dans le paquet, on a l'adresse IP source à l'adresse IP destination. On met dans le paquet l'adresse source et l'adresse pour que le paquet peuvent être acheminés via plusieurs chemins. Elle peut emprunter plusieurs. Donc, je m'explique. Je m'explique. On a par exemple une machine source et une machine destination. On a plusieurs routeurs. Donc, supposons que le paquet, c'est à ce niveau de la... Donc, le paquet, on a l'adresse source, l'adresse IP source. Donc, on met donc, le paquet, on le met, donc, il se peut qu'il emprunte plusieurs routeurs avant d'arriver à l'adresse destination. Par contre, dans la couche liaison de données, la couche liaison de données, c'est ce qu'on a généralement lorsqu'on est sur le réseau, lorsque le réseau local. Lorsque nous sommes sur le réseau local, par exemple, je peux prendre un switch ou un hub ou la topologie en bus. La topologie en bus, on a les mêmes machines sur le même support. Une machine qui envoie une information à une autre machine qui sont sur les mêmes réseaux locaux, donc toutes les machines vont le recevoir. D'accord? Et bien sûr, s'il n'est pas la destinataire, donc ce n'est pas la peine. Bien sûr, si on veut sortir, de le réseau local pour aller à notre rosa, il faut le communiquer à un routeur. Donc, il se peut que le routeur, lui aussi, il va faire partie des machines qui écoutent dans le réseau local. Donc, ça peut être des machines ordinaires et bien sûr, ça peut être un routeur. Donc, dans ce cas, donc, le routeur, lui aussi, il va être en diffusion avec les autres machines. D'accord? Donc, c'est pour cela que si c'est une information qui va être envoyée à une machine lointaine, on remonte vers les adresses MAC. Si c'est une machine qui va envoyer quelque chose à une machine dans le réseau local, donc on utilise des adresses MAC. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Donc, on a dit que le code caractère d'erreur, il permet de corriger, de détecter, de corriger un seul bit, mais pas plusieurs de bits.
Donc, Monsieur, oui, monsieur, on a d'abord une séance de Java. d'abord, في 10:30. d'accord. Et quelle heure est-il? Assurance. D'accord, donc je m'arrête ici. Merci, monsieur. Merci à vous. Donc,